suis ravi d'ailleurs d'ouvrir cette conversation sur un thème qui m'est cher, qui touche le pouvoir. On parle toujours de pouvoir. Moi, je préfère le terme d'autorité. Et puis, ce que je vais raconter pourra vous expliquer pourquoi je préfère ça. La notion de pouvoir, elle occupe une place centrale dans la réflexion et l'action qui anime toutes les entreprises qui se réinventent, et notamment celles qui ont adopté un pouvoir constitutionnel, donc une constitution qui fait comme un état de droit au sein de l'organisation, comme holacratie par exemple. Et d'autres. Et donc, le fait de passer à un pouvoir constitutionnel, et c'est ça que je vais essayer de démontrer, implique le passage irréversible d'un pouvoir sûr, qui est limité par essence. D'ailleurs, on parle de pouvoir partagé après, qui pour moi est un non-sens. Je fais un peu de teasing pour provoquer la conversation. À une autorité pour créer ou à une autorité au service d'eux. À une autorité au service d'eux. Bien sûr l'entreprise, mais aussi les cercles et bien sûr aussi des rôles. C'est ça que sur lequel on va rentrer. Le truc magique, c'est qu'en fait, cette nouvelle forme de pouvoir, autorité au service d'eux, eh bien, c'est une source d'une puissance illimitée, contrairement à la première. Et la seule limite de cette puissance, je change le mot volontairement parce qu'on parle pas de la même chose, c'est la capacité de tout à chacun, ex-manager ou ex-collaborateur, à s'en emparer. Donc, voilà. La notion d'autorité, quant à elle, elle va pas de soi. Je me rends compte, pour accompagner dans les entreprises tous les jours, depuis longtemps, que ce concept que nous allons regarder un peu plus en détail est loin d'être familier pour le plus grand nombre. Voilà pourquoi j'ai choisi ce thème-là, du pouvoir sûr à l'autorité au service d'eux, parce que je trouve qu'il est vraiment important et tout ce que j'ai entendu vont dans le même sens. Il est vraiment important à l'heure où il y a un méga ras-le-bol du management. On critique le système. Alors, selon qu'on est manager ou pas manager, on peut avoir des perspectives un peu nuancées et différentes. Mais la réalité, c'est que ma réalité à moi, et prenez surtout rien pour argent comptant de ce que je raconte, je parle avec beaucoup de conviction. La réalité, c'est que le management est une matière qui est démodée, dépassée. Et j'ai beaucoup de compassion pour les managers pour l'avoir été pendant longtemps. Et en même temps, j'ai aussi beaucoup de compassion pour les collaborateurs d'être managés par des managers qui ne peuvent pas manager. Et puis, c'est d'autant plus important que maintenant, avec le post, alors je sais pas ce qu'il faut dire, c'est post-Covid, même si le Covid n'est pas terminé, en disant le post-confinement amène des choses qui ressemblent à du travail hybride, et du coup se repose la question de la réinvention du travail, et c'est un vrai sujet de fond, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine présentation, Loïc, en tout cas c'est un sujet de fond qui mériterait d'être creusé. Donc là, en tout cas, pour revenir à aujourd'hui, je vais partager avec vous ce thème du pouvoir m'inspire, là où nous en sommes concrètement, dans nos travaux de recherche, parce que je fais partie d'un institut de recherche. Et comme d'habitude, je le répète, je vais partager des convictions, je vais en parler avec force, pas que je pense détenir la vérité, mais parce que je suis passionné par ce que je fais. Donc surtout, ne prenez rien pour argent comptant. Et puis, du coup, je vous invite tout simplement à vous laisser traverser par les trucs que je vais raconter. Des fois qu'il y ait des choses intéressantes. Et surtout, ce qui nous intéressera, c'est de pouvoir ouvrir cette conversation sur la base des résonances que vous pourrez faire, plutôt que de rester arc-bouté sur des idées a priori. Qu'est-ce que ça vous fait? Moi, ce qui m'intéresserait de vous entendre partager avec moi, c'est ce que ça vous fait, ce que j'ai raconté. Et je suis sûr qu'à partir de là, ça va ouvrir plein de perspectives, plus ou moins éloignées, différentes, en tout cas complémentaires des miennes, mais ça sera top. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris mon job. Alors, avant d'aller sur la question du pouvoir sûr et l'autorité au service d'eux, ou l'autorité pour créer, j'ai entendu Carolina parler de ça, on parle de la même chose. Il s'agit pour moi de poser de façon claire. Je pense qu'il faut vraiment un changement de modèle mental, et je vais commencer par là, sinon on va pas se comprendre. Donc, présenter de façon claire les trois systèmes qui sont en jeu dans une transformation du pouvoir dans un système qu'on appelle une entreprise. Alors, entreprise au sens large, ça peut être une association, une SCOP, ce que vous voulez, je m'en fiche, une organisation, quoi. Les trois espaces de la transformation pour introduire la notion de structure, de corps de l'organisation et donc la structure de rôle. C'est parce qu'on est capable de passer à une autre structure que la structure entre humains que du coup on a une chance d'avoir une autre forme, une autre nature de pouvoir, et c'est ce vers quoi on va. Nous pourrons ensuite concrètement expliquer comment, grâce à ce mécanisme du rôle, cette structure de rôle organisationnel, on peut disrupter la nature du pouvoir pour créer un environnement organisationnel. Et c'est l'environnement qui va empuissancer les personnes. Ils n'ont plus besoin de managers pour se faire empowerer, qui est déjà un paradoxe à la base, donc ça ne peut pas marcher. En tout cas, en profondeur. Et une fois qu'on aura pu créer un tel contexte, on sera d'accord sur ce contexte-là en termes de compréhension organisationnelle, eh bien, il s'agira bien sûr ensuite de mettre de mettre de la vie, de l'animer, de le mettre en mouvement, ce système. Là, on va retomber sur un certain nombre de challenges, dont celui que j'ai déjà présenté en juillet dernier sur la question de comment faire en sorte pour que l'ensemble des acteurs d'entreprise, des collaborateurs, managers, puissent prendre l'énergie de la responsabilité de leur rôle
pour avoir une entreprise qui soit vivante. Ça, c'est un sujet sur lequel je vais pas revenir parce que j'ai déjà fait une conférence là-dessus, un keynote là-dessus. Et puis aussi, il restera à acquérir la conscience de la création de valeur, c'est-à-dire le changement de modèle mental, parce qu'il y a la valeur travail qui nous tient beaucoup, je le vois au quotidien, où il y a encore plein de gens pour qui travailler, ouais, c'est aller au bureau, c'est aller au travail, c'est aller au bureau pour faire son travail pendant X heures, ça dépend de votre contrat de travail. De cette croyance engrammée, eh bien, il faut sans doute la rendre explicite et voir si on la garde ou si on fait autre chose. Comme par exemple, en tout cas, ce que nous on propose, c'est de se transformer en créateur de valeur pluriel, hein, toujours un S, c'est pas uniquement financière. Voilà, puis ça aussi, ça sera peut-être l'objet d'une autre présentation. Du coup, je peux commencer par les 3 espaces de transformation pour introduire la notion de structure, de rôle. Donc, il y a 3 systèmes, en fait, quand on regarde une transformation d'entreprise. En tout cas, il y en a au moins 3. Il y en a peut-être d'autres que j'ai pas vu, bien sûr. Mais il y en a au moins 3. Il y a l'individu, la personne physique, voilà, enfin physique et psychique, hein, l'individu qui est un système en soi. Et puis ensuite, bien sûr, on a le collectif. Alors c'est plus compliqué que ça, bien sûr, parce qu'il y a plein de sous-collectifs dans tous les sens, parce qu'il est vivant. Mais disons globalement, il y a le corps social qui est le collectif, le nous, on va dire. Quand on parle d'intelligence collective, on fait souvent référence à ça. Et puis il y en a un troisième système, qui est différent des 2 premiers, qui est le corps organisationnel, qui est l'organisation elle-même, qui est l'entreprise vue comme une identité à part entière, d'une autre espèce, qui n'est pas d'une espèce humaine. En tout cas, c'est le modèle mental que nous, on utilise. Alors, vrai ou faux, on s'en fiche, c'est celui qu'on a choisi. Et donc, on pousse nos travaux d'exploration à partir de là. Et puis, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau visible et il y a le niveau invisible. Quand vous êtes, si je prends par exemple l'individu, le système individuel, quand vous regardez son comportement, c'est du visible. On peut voir son comportement. En revanche, sur la question des ressentis ou la question des croyances personnelles de cet individu, on les voit pas nécessairement. Le ressenti, on aimerait bien le voir plus souvent d'ailleurs, mais on le voit pas beaucoup. Il y a très peu d'espace où on peut s'exprimer en toute aise, exprimer ses ressentis, et encore moins les croyances. Et du coup, mais c'est pareil pour le collectif. Quand je regarde le collectif, il y a aussi des croyances collectives. On en a déjà parlé ici dans Alternative Forum, mais les croyances collectives, elles sont importantes parce qu'il y en a beaucoup qui sont implicites et parfois qui peuvent être limitantes. Dès lors qu'on veut aller vers le self-management, il y a des ingrédients, il en faut plusieurs, et notamment sans doute oser la confiance, le pari de la confiance. Mais si implicitement encodé dans le collectif, il y a une croyance qu'on peut pas faire confiance aux êtres humains ou que l'homme est un loup pour l'homme, on a parlé 100 fois, je vais pas revenir là-dessus, c'est sûr que vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de transformation, de coaching et de formation, vous allez avancer à contre-courant, donc pas avancer. Et donc c'est vraiment un sujet extrêmement important, la notion de collectif, et notamment la question des croyances, la question des valeurs, la question de la culture. Et puis il y a la 3e dimension, donc la dimension, avant de passer à la 3e dimension, à noter que la notion de pouvoir, tout à l'heure, je crois que c'est Carolina qui parlait de pouvoir hiérarchique, parce qu'effectivement, si vous avez des contrats de travail dans votre entreprise ou si vous avez signé un contrat de travail, vous avez signé vous avez accepté un responsable hiérarchique. Hein, c'est écrit dans le droit du travail noir sur blanc. C'est pas très sexy ce que je raconte, mais c'est quand même la réalité du droit du travail aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a bien quelqu'un qui a le pouvoir sur quelqu'un d'autre. C'est écrit. Et donc, la question du lien hiérarchique, qui est inhérente au lien de subordination, lui-même inhérent au contrat de travail, eh bien, crée une dimension de pouvoir entre 2 êtres humains. La notion d'équipe aussi. Quand je dis que, par exemple, si je suis le responsable de la recherche et développement dans telle société, telle entreprise, j'ai le pouvoir sur mon équipe déjà commencé. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis mon équipe. Le mon est pas là complètement par hasard. On peut se raconter ce qu'on veut, on peut faire de la démago, mais la réalité, c'est mon équipe. Et puis c'est ma fonction. J'ai aussi donc le pouvoir sur un terrain de jeu, sur un territoire qui est la fonction recherche et développement, qui est vu comme un terrain de jeu, qui est vu comme un territoire, qui est vu comme un précaré. Alors après, il y a les polarités au-dessus de ça, mais dans beaucoup d'entreprises, on parle de précaré. Il y en a qui parlent de silo, un phénomène assez connu dans le monde conventionnel. Donc l'important là, pourquoi je vous raconte tout ça, c'est que l'important, c'est que de comprendre que quand vous intégrez dans votre modèle mental un 3e système, une 3e dimension, celle de l'organisation, de l'entreprise, vue comme une identité à part entière, qui n'est pas la somme de ses collaborateurs, ni celle de ses dirigeants, ni celle des managers, ou même des actionnaires, c'est autre chose, mais une autre entité souveraine, d'ailleurs qu'on l'appelle juridiquement une personne morale, donc ça existe bien, c'est une personne morale certes, mais c'est une personne quand même, qui n'est pas visible à l'œil humain, mais néanmoins qui est vivante. Et c'est ça le modèle mental qui est sous-jacent d'ailleurs, qui était apporté par Holacracy il y a 13 ans maintenant,
qui permet de voir les choses autrement en ajoutant cette dimension-là. Et le fait d'ajouter cette dimension clarifie le reste et permet d'avoir un espace d'où on peut sourcer le pouvoir, forcément pas au niveau des êtres humains, et donc on a une chance de faire différemment. Et je pense beaucoup mieux. Et là, il n'y a pas de scoop dans ce que je viens de dire, même si tout le monde en parle, on sait tous que la vie dépasse de loin l'espèce humaine, même si à force de dire, je peux plus entendre ça moi, que tout doit être centré sur l'humain, on risque d'oublier les autres. En fait, tout doit être centré sur la vie, pas sur l'humain. Ça, c'est ma croyance à moi. Et effectivement, dans la vie inclut les êtres humains et pas que. Il y a aussi les animaux et les végétaux, les minéraux, les bactéries. Et puis, des choses moins visibles. Alors que les bactéries, c'est compliqué pour les voir, mais des choses moins visibles qui s'appellent les organisations. Et on a une époque où on peut dire ça, un peu se lâcher. Tout le monde sait au courant maintenant que l'invisible est bien plus important que le visible. Et en plus, l'invisible, il y a la particularité, c'est qu'il est beaucoup plus puissant que le visible. Si vous voulez faire des progrès en développement, tout le monde sait que tu lèves une ou deux croyances qui te limitent et comme par hasard, tu vas te développer. Donc, ce qui est vrai pour l'humain est vrai pour le collectif et est vrai aussi pour l'entreprise. Donc, cette entreprise-là, elle a une identité, évidemment. Elle a un ADN, comme toute entité souveraine. Et puis, cet ADN, cette entité, c'est ce qu'on met sous le vocable de raison d'être évolutionnaire, parce que maintenant, le champ sémantique de la raison d'être a tellement évolué que je fais attention à ce que je dis. Et je préfère parler d'ailleurs de potentiel créateur de valeur, pluriel toujours. Donc, le point important, c'est que cette organisation, elle possède son propre corps. Il y a le corps physique pour l'individu, il y a le corps social pour le collectif, et il y a le corps organisationnel pour l'entreprise. D'ailleurs, comme la structure, les entreprises, en dehors de l'entreprise, elles ont bien des structures juridiques, c'est pareil. Sauf que ça, c'est pas nécessairement juridique, on peut se le faire au niveau de la Constitution. Pour chaque corps, notamment le corps organisationnel, elle est organisée toujours de la même manière, c'est une structure qui est vivante, et cette organisation, c'est un écosystème, comme tout ce qui est vivant, constitué d'atomes organisationnels, puisqu'on est sur le corps organisationnel, de petites entités, si vous préférez, qui sont organisées sous forme de réseaux réticulés, et au service, bien sûr, d'un projet commun. Plusieurs on a parlé d'entrée de jeu, un projet commun, la raison d'être de l'entreprise ou autre chose. Par exemple, si j'ai moi 2 activités, ce qui est la réalité en plus, j'en ai plus que ça, mais j'ai au moins 2 activités. Je fais de la conception de formation. Dans mon métier, je suis chercheur, et puis je fais plein de choses, et je donne aussi des formations. Et dans les formations, j'ai 2 métiers. Le métier de concevoir des formations, et puis le métier de donner les formations. Et c'est 2 rôles que l'organisation dans laquelle je travaille possède, conception, formation et formation. Et je suis finalement le patron de 2 petites entreprises, mini-entreprises au sein de cet écosystème qu'est l'Institut AGI dans lequel je travaille. Et ces 2 micro-entreprises sont ce qu'on appelle des rôles. Voilà, je vous introduis la notion de rôle. L'important de comprendre, c'est que la notion de rôle, c'est pas une fiche de poste, ça n'a rien à voir. J'espère que vous l'aurez compris. C'est pas au champ de l'individu, c'est pas au champ du collectif, c'est au champ de l'organisation. Maintenant qu'on a bien posé les choses en termes de structure, parce que l'évolution du pouvoir, et ça c'est ma croyance à moi, passe par l'évolution de la structure de pouvoir. On va pouvoir aborder le pouvoir non plus à partir des êtres humains. Donc là, on a plus de chance, il y a des ouvertures possibles, mais à travers des rôles, à travers la structure d'organisation et créer la possibilité d'avoir une autre forme de pouvoir ou plutôt d'autorité qui vient de cette structure de rôle. C'est ça qu'on va voir tout de suite. Et donc, de la structure au sens d'un terrain favorable à l'empuissancement des personnes. Et souvent, je prends cette image parce qu'elle est très vraie. J'ai un fils qui fait de la permaculture et j'étais fasciné quand il m'a dit qu'il se fichait complètement des fruits et des légumes. Les fruits et les légumes ne sont que la conséquence de tout le soin qu'il apporte et qu'il accorde à la terre. Mais en fait, je me rends compte que je fais le même métier que lui, mais en tout cas les mêmes recherches que lui, et appliquées au champ du terrain organisationnel. Donc maintenant, on va pouvoir regarder comment est-ce qu'on peut disrupter la nature du pouvoir par la structure de rôle pour créer un contexte qui soit favorable à l'empuissancement par chacun à son rythme, s'il le veut, versus le fameux empowerment avec lequel j'ai galéré quand j'étais patron et dirigeant pendant des dizaines d'années. Alors, peut-être pour expliquer la notion de rôle et la difficulté, et ce sujet il m'est vraiment cher parce que je me rends compte que ce modèle mental, il est difficile à capter. Il y a des gens qui pratiquent, des entreprises que j'accompagnais qui pratiquent l'holacratie depuis longtemps, pas des dizaines d'années, j'exagérais, mais plusieurs années, voire 6 ans, 7 ans, 8 ans, et qui n'ont toujours pas capté ce concept. Et du coup, je m'entraîne pour essayer de le faire capter plus rapidement. En fait, c'est ça le vrai sens de ma venue aujourd'hui. Bon, bref, j'accompagne une entreprise qui est dans l'énergie durable. Donc, comme le thème il y a RSE, je ne peux pas faire autrement. Mais bon, étonnamment, tous les clients qu'on accompagne, ils se trouvent dans ce même champ de pensée.
Donc, c'était pas très difficile pour moi. Et qui me demande de travailler sur l'élaboration pour elle d'un cadre, d'un référentiel managérial. Ils ont appelé ça un manifeste, d'une constitution, si vous voulez. Et donc, on travaille là-dessus. Donc, cette constitution qui va définir le management, qui est attendu du management, qui va définir qu'est-ce que c'est que les autorités qui sont accordées aux uns et aux autres, comment est-ce qu'on les explicite, ces autorités, quelles sont les limites d'autorité pour les uns et pour les autres, à destination de tous les collaborateurs. Et donc, bien sûr, on est tombé sur la brique de base du rôle, parce que le rôle qui était inventé par Holacracy, enfin inventé, rien n'est inventé, tout vient de quelque chose, mais qui a été porté par Holacracy, si on doit les reconnaître au moins une chose, et dont s'est emparé toutes les nouvelles formes de gouvernance. Le rôle, cet atome, et donc on était en train de travailler sur le rôle, cet atome, et définir ce que c'est qu'un rôle. Et donc, on définit le premier élément d'un rôle, cette mini-entreprise, ce contenant, est défini par la raison d'être du rôle, évidemment, puisque comme on est dans un écosystème fractal, puisque c'est vivant, la notion même de rôle, qui est une mini-entreprise, porte également la notion de raison d'être révolutionnaire, puisque l'entreprise tout entière la porte, ce qui est vrai pour tous les niveaux, puisque c'est fractal qui est la définition de fractal. Donc ça, c'est simple. Après, on travaille sur je voulais emmener sur ce qu'on appelle les redevabilités en holacratie, qui sont les propositions de valeur. Finalement, ce rôle, il y a quelqu'un qui va être affecté dans ce rôle, il travaille. Donc, s'il travaille, il crée de la valeur. Ou alors, il faut qu'il arrête. Donc, s'il crée de la valeur, il crée de la valeur que parce qu'il le crée pour quelqu'un. Si personne profite de la valeur qui est créée, on peut peut-être se poser des questions sur la valeur qui serait créée. Et donc, c'est ça qu'on appelle les redevabilités. Et puis, on arrive sur la notion de domaine. Et le domaine, c'est quelque chose qu'on veut limiter. Vraiment limité à l'extrême, parce que le domaine étant de holacratie, le résidu ou le reste, qu'on n'arrive pas à éradiquer à 100% du pouvoir sûr. Malheureusement, pas malheureusement, dans toutes les entreprises, et malheureusement, on doit encore utiliser ça. Je dis malheureusement parce qu'il y a des effets pervers et des effets positifs, bien sûr, tout est polarité. Et donc, la question du domaine, c'est le précaré. Parfois, dans certaines entreprises, vous avez besoin de garder certaines zones de contrôle. Si on veut être un peu sérieux, plutôt que de dire il faut rien contrôler, c'est des espaces aériens, très bien, mais quand on a le concret d'une entreprise, il y a des choses que vous devez contrôler. Des processus, parce que si tout le monde peut modifier le processus de recrutement, ça va faire des ordres, autant choisir celui qui est le plus compétent, puis on va faire un process sonore, rien de nouveau. Ou bien la liste de prix dans certaines entreprises, si tout le monde peut changer les prix, ça veut dire que deux clients différents pourraient recevoir la même prestation avec des prix différents. Attendez-vous dans ces cas-là à celui qui a payé le plus cher demande un avoir et puis que votre réputation baisse. Donc bref, tout ça pour dire ou l'accès au compte en banque de l'entreprise. Pour ça pour dire que si on veut être concret, il y a des zones des processus ou des activités qui restent à contrôler. Mais on en veut le moins possible. Donc je reviens à l'entreprise, dans cette entreprise que j'accompagnais, en fait, ils se sont mentalement emparés du domaine en disant « Ah, c'est chouette, on va définir pour chacun un rôle et on va lui donner un périmètre d'autorité et on va utiliser le domaine pour ça. » Et donc, ils sont retombés dans le travers du précaré que je venais de siffler avant, donc dans le pouvoir sûr. Et ils ont réduit le rôle. En fait, ils ont complètement dévoyé la puissance d'un rôle en ajoutant des domaines et des domaines, ce qui créerait, donc ils sont passés d'un système où il y avait des précarés seulement à l'étage des managers, si vous voulez, à un système où il y a des précarés partout. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était difficile à comprendre. Il m'a fallu ça pour comprendre que c'est difficile à comprendre. Alors qu'en fait, ce que je leur ai expliqué, c'est qu'on passe d'un système où il n'y a plus de pouvoir sûr, à l'exception du contrat de travail, à l'exception, je suis pas un utopiste, à l'exception des domaines réservés pour la liste de prix, par exemple, donc ils sont vraiment marginales. Mais après, ça fonctionne pas du tout comme ça. Donc, si Loïc est affecté à un rôle, ou quand moi je suis affecté au rôle conception-formation, eh bien, j'ai toute autorité. Et c'est là où le mot autorité arrive. J'ai toute autorité. Alors, autorité, ça veut dire quand tu l'as, tu fais ce que tu veux puisque tu as autorité par définition du mot autorité. Je dis ça parce que c'est pas connu du tout. Et on peut pas utiliser le mot responsabilité parce qu'il est galvaudé. Les gens qui étaient responsables, ils avaient toujours des hiérarchies qui leur faisaient comprendre qu'il fallait qu'ils valident. Donc, il n'y avait aucune responsabilité. Passons du plus sérieux. Donc, là, quand vous êtes affecté à un rôle, vous avez toute autorité pour prendre quelque action que vous voulez prendre, qui fasse sens pour vous, au service du rôle, bien sûr, autorité au service du rôle, pour prendre n'importe quelle action ou projet qui font sens pour manifester ou exprimer la raison d'être du rôle et ou les offres de service, les propositions de valeur du rôle qui sont dans la vitrine en fait du rôle qui profite aux autres, la valeur que vous créez pour les autres. Et donc on passe d'une notion de pouvoir sûr à une notion d'autorité au service des rôles. Et avec pas de limite, il n'y a pas de limite. La seule limite que vous ayez, elle est aussi définie de façon claire. En fait, tout est autorisé. À partir du moment où tu œuvres au service de ton rôle, tout est autorisé, sauf ce qui est explicitement interdit.
c'est-à-dire les domaines que je viens de vous présenter tout à l'heure, dont on a bien compris que si les gens ont compris, il vient d'avoir très peu de domaines. Si tu as 5% des rôles qui ont des domaines, c'est énorme, c'est monstrueux. Contrairement à l'entreprise que j'évoquais où c'était 99,9%. Voilà ce qu'on veut dire quand on dit passer d'un pouvoir sûr à une autorité au service d'eux, une autorité au service d'un rôle. Si tu as plusieurs rôles, tu es au service de ton entreprise, comme n'importe quel patron d'entreprise. Dès qu'on sort de l'organisation et de l'entreprise, on sait que ça fonctionne comme ça. Mon boulanger fonctionne comme ça, mon charcutier fonctionne comme ça. Et d'ailleurs, si je garde cette métaphore, on comprend mieux. Mon boulanger, il n'a pas de, il a pas de précaré réservé au sens de la communauté. Et puis, on se fiche de savoir comment il fait. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans sa vitrine. Et ce qu'il y a dans sa vitrine, c'est la proposition de valeur qu'il offre à ses clients. Et c'est ça la notion de redevabilité du rôle. Et il peut avoir une raison d'être, et différente d'une boulangerie à une autre. Donc voilà comment ça fonctionne. On ramène un modèle mental qu'on connaît par cœur, parce que moi je vais chez le boulanger tous les jours, je sais pas comment vous faites, au sein de l'entreprise, qui avait oublié, et je sais pas pourquoi, il y a une espèce de pouvoir négatif, ce qui fait que quand tu traverses la membrane juridique d'une entreprise, tu deviens appauvri en termes de système mental, où tu es obligé de t'appliquer d'autres systèmes mentaux qui sont rien à voir, d'ailleurs qui dépendent d'une organisation à une autre, et qui n'ont rien à voir avec le modèle mental d'où tu sors quand tu n'étais pas dans l'entreprise. Et c'est pour ça que la mise en place d'une constitution pour créer un état de droit au sein de l'entreprise, qui a fait du bien, on peut discuter de ça, c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer là-dedans, ce sera encore un autre thème, qui a fait du bien à beaucoup d'États, passer au moins un état de droit. Les constitutions sont pas toutes top, mais et là donc l'amener ce concept-là de constitution au sein de l'entreprise qui crée cet état de droit et qui permet justement de passer de la notion de pouvoir sûr à une autorité au service d'eux. Et puis avec cet effet Ferrari libératoire, c'est que quand tu rentres dans ce système-là, et bien, en fait tu connais exactement toutes tes autorités qui sont pas limitées à partir du moment où tu es au service pour créer, pour améliorer, pour innover au sein de ton rôle, et tu connais toutes les limites, qui est qu'en gros tu peux faire tout ce que tu veux, sauf s'il y a un feu rouge. Hein, c'est le principe du feu rouge, qui est une technologie hyper avancée. Bon, maintenant un peu supprimée avec les ronds-points. Oui. Je préfère les feux rouges, moi, personnellement, on s'en fiche. Parce que le feu rouge, en fait, c'est libérateur. Le feu rouge, quand le feu arrive, c'est rouge, bah, tu t'arrêtes. Et quand il est pas rouge, a priori vert, tu passes. Et du coup, l'invention du feu rouge est énorme parce qu'elle a permis de libérer de l'énergie. Quand il n'y avait pas de feu, tu t'arrêtes, tu arrivais doucement, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, et puis tu regardes à gauche, et puis tu passes tranquillement. Donc le feu rouge, il est top en termes de libération d'énergie si on y réfléchit 2 minutes. Le cadre, d'une manière générale, peut avoir ses côtés vertueux. Et donc c'est la même chose ici. Le rôle est libéré, et donc la personne qui est affectée à un rôle, eh bien, elle peut prendre toute action, tout projet, à condition de ne pas enfreindre les domaines par ailleurs. Donc voilà ce que je voulais dire pour expliquer, commenter de manière concrète, le plus concrètement que je puisse la notion de pouvoir sûr pour aller vers l'autorité au service d'eux. Et pour finir, je vais parler de la mise en mouvement parce que tout ça c'est une structure, mais c'est pas ce qu'on fait. Il y a plein de gens qui sont rebutés par la structure. Ouais, oui, mais si la structure c'est la réalité, la vie, tout ce qui est vivant est structuré. Bon, c'est vrai qu'on sort tous de structures discutables, qui peuvent laisser des traces de pneus et que du coup, on a du mal à replonger dans la structure. Donc, imaginons des structures vertueuses. En tout cas, je vois pas comment on peut modifier la façon qu'on veut réinventer le travail, le management et tout ce que vous voulez sans passer par la case structure. C'est mon propos du jour. Mais alors, une fois qu'on a mis ça, le risque, évidemment, ce serait d'avoir une structure figée. Et donc, se pose la question, parce que tout va ensemble, bien sûr, comment est-ce qu'on met en mouvement cette structure? Comment est-ce que on fait circuler la vie au service de cette structure. Notez au passage que maintenant qu'on a fait la place à la vie en reconnaissant comme étant une entité souveraine à part entière l'entreprise, non plus otage, soit des dirigeants, soit des actionnaires, soit même du collectif, là déjà on honore la vie. Et donc après la question de la vie, on retombe sur la question de comment faire pour que les personnes prennent l'énergie de la responsabilité. Je ne vais pas développer, juste le poser. Prendre l'énergie de la responsabilité dans notre vocable, c'est s'envelopper une espèce de manteau, de cape invisible de la responsabilité qui fait que la personne qui s'est enveloppée de ce manteau invisible ne lâche rien, et donne le meilleur d'elle-même, prend des risques et assume. Versus la plus grande partie des collaborateurs, parce que c'est mon quotidien d'accompagner les entreprises là-dessus, qui font leur job, qui font leur travail, mais il n'y a pas de critique dans mes propos parce qu'il y a je vais pas développer, mais voilà, qui peuvent surfer, qui peuvent laisser les choses filer, ou même se laisser se vivre, tout simplement, dans une certaine forme de superficialité, et parfois vont se protéger, se cacher et se justifier. Et là, on a deux polarités, et la prise de responsabilité, j'observe que si je devais donner un chiffre, je fais confiance à mon copain Pareto, pour dire que 20%, et c'est peut-être optimiste, 20% des gens
vont prendre l'énergie de la responsabilité. 80 non. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas capables de le faire. Ils ont toutes les bonnes raisons pour pas le faire. Et du coup, c'est à déjouer et voir qu'est-ce qui joue là pour qu'ils puissent le faire. Ça, c'est le thème. Puis après, il y a l'autre sujet sur lequel je vais conclure, dont je me rends compte, c'est une question de niveau de conscience sur la notion de création de valeur. Je vois beaucoup de gens, et peut-être les deux sont liés, je ne voudrais pas les lier, ça enfermerait les choses, mais peut-être en tout cas, j'observe qu'il y a beaucoup de gens qui raisonnent dans un système, alors qu'on est maintenant dans du multisystème. Et quand on parle d'un rôle mini-entreprise au sein d'un écosystème, évidemment que je dois avoir un œil sur mon entreprise, mais il faut aussi que j'ai un œil sur mes clients, il faut aussi que j'ai un œil sur l'ensemble de l'entreprise. Donc c'est pas, il y a des raccourcis. Si tu t'occupes de ton job et tu t'occupes du collectif, non, c'est bien plus sophistiqué que ça. Et donc la compétence de conscience multidimensionnelle devient un incontournable et donc une difficulté supplémentaire. Sauf que moi j'ai confiance dans l'être humain. Je suis sûr qu'il y a des déclics que, en tout cas, moi j'ai pas trouvé pour accélérer le mouvement auprès de ceux qui le souhaitent. Moi je pense qu'on peut amener personne nulle part. Donc si la personne a envie, on peut faire des choses. Si elle a pas envie, laisse tomber. Et elle a le droit de pas avoir envie. Ça c'est pour démarrer, parce que sinon on projette. Après, la personne qui a envie, moi, je vais me trouver utopiste, mais je compte le rester encore, ce qui me permet de justement rester en vie. Moi, je pense que tous les êtres humains ont cette capacité, ce potentiel. Il n'y aurait pas une élite qui prendrait l'énergie de la responsabilité, les autres pas. Ça, pour moi, c'est un gros bullshit. Maintenant, donc, tout le monde a cette capacité-là. Après, on travaille beaucoup là-dessus, ça fait partie c'est au cœur de notre travail de recherche. Effectivement, ça dépend des personnes et ça dépend souvent, il y a plein de choses à dire, mais je vais faire court. Ça peut être une question d'un manque d'éducation par rapport à l'énergie de la responsabilité. Moi, c'était facile, j'ai fugué rapidement de chez moi, donc j'étais dans une situation où j'étais responsable vite fait. Mais il y a beaucoup de gens, il peut y avoir des personnes pour qui l'expérience de la responsabilité pendant l'enfance n'a pas été aussi évidente. Donc, ils n'ont pas ce muscle encore. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas l'avoir, mais ils n'ont pas ce muscle. Mais plus largement, en fait, c'est des gens qui ont beaucoup de peur. Donc, on est sur la question des peurs qui sont engrammées, la peur d'échouer, la peur de dégrader son image auprès des autres, de dégrader son image auprès de soi-même, le fait de ne pas se sentir légitime pour. Donc, toutes ces peurs-là sont autant de freins à quelque chose qui, si les peurs étaient un peu ouvertes, accéderait directement. Et ça crée pas plus de stress parce que, selon mon ami Peter Koenig, qui a écrit sur les principes sources, qui a défini les principes, la théorie des principes sources. En fait, si tu t'ouvres et que tu captes l'énergie de responsabilité, c'est la même chose que de capter l'énergie d'un rôle ou d'une entreprise, comme la plupart des entrepreneurs. Et du coup, tu reçois un super pouvoir. Tu fais une alliance avec cette espèce vivante non visible qui n'est pas humaine, qui s'appelle l'organisation. J'ai eu l'avantage de faire des grosses conneries dans ma vie, et notamment dans une filiale du groupe Volkswagen que je dirigeais, j'étais le président. J'ai projeté sur les autres. Bon, il m'a fallu ça pour commencer à comprendre. Et je les ai tous formés à la communication non violente parce que moi-même, j'étais fasciné par la communication non violente et j'en ai fait beaucoup. Et je suis allé trop loin. Et ils m'ont fait comprendre rapidement. Je suis allé trop loin. J'ai fait de l'ingérence. Donc moi, je suis très, très en retrait par rapport à ça. Et je considère que c'est pas le rôle de l'entreprise de l'imposer. De l'offrir, oui, mais pas de l'imposer. Et après, d'accepter la personne qui dit non. Les managers sont comme ils sont parce que les collaborateurs sont comme ils sont. Et réciproquement, on est sur Terre, donc on sait que le jeu des polarités. Donc, je me bats toujours. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, je changerai quand mon manager changera. Je rigole gentiment, ça n'a pas de sens. Et les deux vont changer ensemble ou aucun des deux va changer. C'est comme ça que ça marche. C'est le principe des vases communicants. Je suis chercheur et pionnier, donc que ça se pratique pas à l'échelle de la planète, ça m'a un peu l'équilatéral. Moi, je continue mes rêves, sinon je vois pas pourquoi je resterais sur la planète Terre. Et du coup, oui, c'est difficile, bien sûr. Pas impossible, mais difficile. C'est le sujet, comment on fait. Moi, je pense que ça passe, mais ça, c'est mes biais cognitifs qui parlent. Je pense que ça passe par la structure. Et c'est la grosse différence d'ailleurs avec notre approche et la plupart des autres approches. La structure, c'est la structure. On a besoin de nudge. On a besoin d'acquérir, comme Christelle le dit, ça s'entretient. Parce qu'il y a des nouveaux réflexes à acquérir. Qui dit nouveaux réflexes à acquérir, c'est le truc le plus difficile pour un être humain. On ne sait pas acquérir de nouveaux réflexes en masse. C'est très, très difficile. Il faut une motivation. Maos Cousteau demandait à ceux qui n'arrivent pas à arrêter de fumer, par exemple. Donc, on a besoin de nudge. Il y a la théorie des nudges qui est vraiment intéressante. Le nudge, c'est quelque chose un mécanisme qui te permet de rendre ton évolution de comportement inévitable. Et donc, moi, je cherche essentiellement là-dedans. Et quand on regarde la constitution que j'évoquais tout à l'heure ou la constitution de la Crassie, ce n'est qu'une boîte à nudge. C'est des mécanismes qui peuvent permettre de soutenir un manager qui a envie de bien faire, mais qui n'y arrive pas parce qu'il a les réflexes d'avant, faut comprendre, et ça crée de la valeur. Donc, c'est difficile pour lui de lui servir de béquille le temps suffisant pour qu'il acquiert cette nouvelle pratique. Et ce qui est vrai pour le manager est aussi vrai pour le dirigeant et aussi vrai pour le collaborateur.
Et ça passe par du cadre. Dans les entreprises qu'on accompagne, celles qui vont assez loin, jusqu'au bout, ça serait prétentieux, mais on va jusqu'à définir les offres de services de rôle à rôle et on va jusqu'à les mesurer. D'ailleurs, les indicateurs disruptent, c'est plus les indicateurs de management classiques, on va mettre, par exemple, j'ai une entreprise que j'accompagne, ils ont mis des NPS, ils utilisent l'indicateur de satisfaction, puisque si je crée de la valeur dans mes rôles, et ben, pourquoi pas on n'écouterait pas les clients sur ce qu'ils en pensent. Et du coup, ils ont systématisé le NPS. Et là, on est vraiment là-dedans. On en va jusqu'à ce moment-là. Tant qu'on va pas là, le nudge, il marche pas, et le changement de modèle mental, il marche pas. Parce que quand on est dans l'entreprise, on est complètement atrophié là-dessus. On n'imagine pas travailler comme on travaille à l'extérieur de l'entreprise. Et puis, le deuxième truc sur l'extra-sec, ça, c'est vraiment intéressant. Et moi, j'ai pas d'opinion arrêtée là-dessus. Ce que je sais, c'est que ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la justice organisationnelle. Donc, et on travaille d'ailleurs avec toutes les entreprises sur cette notion de justice organisationnelle. C'est-à-dire, quand vous mettez en place un truc comme holacratie ou un management constitutionnel, inéluctablement, même si tu le veux pas, tous les processus RH, ils vont être revisités, challengés, revisités pour la bonne cause. Et on va se reposer des questions aussi bêtes que la question de la répartition de la richesse. On va se reposer la question d'évaluation, etc., etc. Donc là, la clé, c'est la transparence, c'est de rendre explicite les choses, d'accepter l'idée que c'est pas parfait et que c'est progressé, que ça peut progresser. Et si on arrive à rendre transparentes les choses avec, alors vous me trouvez naïf, mais et que tout le monde a confiance dans la capacité de ça, la vraie transparence, et que tout le monde a confiance dans la capacité de l'entreprise, au sens large, de faire évoluer les choses quand il y a besoin de faire évoluer les choses en observant la réalité du concret, alors déjà on fait des pas de géant.